pour la révision de nos règlements d'urbanisme. Ce soir, c'est la première séance de consultation publique parce qu'on traite que du règlement de zonage, puisque c'est quand même un règlement assez volumineux. Et jeudi soir, on va traiter après ça du règlement de construction et du règlement de lotissement. Donc, je souhaite également la bienvenue aux gens là, qui seront avec nous via Teams. Donc, avant de commencer, je vais vous présenter les gens qui sont avec nous ce soir. Donc, M. Nicolas Saint-Pierre de la firme EXP qui a accompagné notre service d'urbanisme tout au long de la refonte de nos règlements. D'ailleurs, je tiens à mentionner la présence de M. Justin Barry, directeur du service de l'urbanisme, et de M. William Gélina, urbaniste ici à la Ville. Donc, merci, messieurs. Je sais que c'est vraiment la finalité d'un grand travail qui fait l'objet de la présentation de ce soir. Donc, merci beaucoup. Donc, merci à Caroline d'être présente pour gérer le Teams et tout ce qu'il y a autour. Et merci, chers collègues, d'être présents pour cette consultation publique. Ce n'est pas tout à fait comme une séance régulière du Conseil municipal. Donc, la parole ce soir va être vraiment à M. Saint-Pierre qui va présenter le règlement de zonage dans ses vraiment grandes lignes. Et ensuite, la parole va être à vous pour vraiment accueillir vos questions. Puis, le mieux possible, M. Saint-Pierre pourra y répondre ou les gens de l'urbanisme. Sinon, bien, on pourra vraiment recueillir vos questions, vos commentaires, puis répondre suivant la séance de consultation. Sinon, non, nous, les élus, c'est sûr qu'on est là pour accueillir vos commentaires, puisque étant en consultation publique, il est toujours temps de faire des modifications. Puis, l'adoption finale du règlement de zonage est prévue lundi soir prochain à la séance régulière du Conseil municipal, soit le 8 juillet prochain. Donc, merci aussi à notre directeur général d'être présent, qui s'est joint à nous pendant que je présentais tout le monde. Donc, M. Saint-Pierre, la parole est à vous. Excusez-moi, j'ai fait une erreur. L'adoption est prévue le 19 août prochain. Excusez-moi. Aussi mentionner que la rencontre de ce soir est enregistrée. Donc, messieurs vont prendre des notes, mais aussi on l'enregistre pour être sûr d'avoir tous vos commentaires et de les réécouter par suite. Donc, on va commencer tout de suite. Bien, bienvenue à cette séance de consultation publique des révisions des règlements d'urbanisme. Ce soir, comme disait Mme la mairesse, on va parler exclusivement du règlement de zonage. Et jeudi, on va continuer avec d'autres règlements qui ont été adoptés récemment. Donc, on a parlé du lotissement, construction, il y a aussi permis et certificats, et il y a aussi le règlement de démolition, le nouveau règlement de démolition, dont on va parler le jeudi prochain. On commence tout de suite avec l'ordre du jour, le déroulement de la soirée. Donc, en premier, on va vous faire une courte introduction, un petit peu de théorie. C'est quoi un règlement de zonage? C'est quoi la conformité? Ensuite, on va parler du règlement de zonage. On va dire c'est quoi les grandes lignes, de quoi ça traite, un règlement de zonage. On va vous montrer aussi quelques différences entre le règlement de zonage que vous avez actuellement et le nouveau règlement de zonage, les bonifications qui ont été faites. Ensuite, on va avoir une petite diapositive sur la procédure d'adoption, où on est rendu dans la procédure d'adoption. On n'ira pas en grand détail, c'est assez compliqué avec la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, mais on va vous montrer où est-ce qu'on est rendu. Et ensuite, on va vous donner la parole pour la période de questions. Donc, on va vous laisser le plancher. L'introduction. Donc, les règlements d'urbanisme, c'est géré par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme dans tout le Québec. Ça dit dans chaque type de règlement qu'est-ce qu'on doit traiter, et ça dit aussi comment est-ce que ces règlements-là sont adoptés. Donc, il y a un processus là, de conformité. On parle du schéma. Après ça, il y a le plan d'urbanisme. Vous avez eu un nouveau plan d'urbanisme qui a été entré en vigueur le 20 juin. C'est très récent. Donc, à la suite de ce plan d'urbanisme-là, avec des nouvelles orientations, des nouveaux objectifs, un des moyens de mise en œuvre, c'est par la réglementation. C'est pour ça qu'on vient chercher une nouvelle réglementation. Le règlement, donc, il remplace les règlements qui sont existants actuellement. On parle du zonage.
actuellement, mais on va parler d'autres règlements dans jeudi en cours. Il y a aussi un nouveau règlement de démolition. La loi a changé. Les dispositions là, sur les règlements de démolition sont un petit peu différentes. On va la regarder jeudi. Et donc, selon la loi de l'aménagement et de l'urbanisme, une ville peut, quand elle le désire, effectuer une révision de la réglementation. En fait, moi, je le compare à quand vous avez un ordinateur, là, vous pouvez l'upgrader, vous pouvez y ajouter de la mémoire, etc. Mais à un moment donné, il n'est plus capable de suivre. Vous le mettez de côté, puis vous achetez un nouvel ordinateur, puis vous réinstallez, disons, avec un ordinateur neuf. C'est un peu ce qu'on fait là présentement. Donc, la dernière vague de règlements date de 1987. On dit que c'est des règlements de première génération. Donc, après l'adoption de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme en 1979, il fallait que les MRC qui étaient créés à ce moment-là créent leur schéma, puis après ça, les municipalités créent leur réglementation. On avait jusqu'en 87 environ, 87-91, c'était la première génération de règlements. Donc, c'est des règlements qui sont quand même très vieux. C'est les plus vieux qu'on retrouve pas mal là, au Québec. Évidemment, il y a eu des amendements on a fait presque 40 ans. 35-40 ans, il y a eu des amendements, évidemment, avec l'évolution de la ville. Mais maintenant, on veut revoir les dispositions pour mettre à jour toutes ces dispositions-là. Prochaine diapositive. Donc, on dit qu'une mise à jour a été nécessaire, effectivement. Premièrement, pour assurer la conformité au plan d'urbanisme qui vient d'entrer en vigueur. Ensuite, c'est une exigence de la loi. Ensuite, d'assurer une conformité au schéma d'aménagement de la MRC, c'est aussi une exigence de la loi, et pour incorporer des nouveautés législatives, par exemple, des nouveautés de dispositions sur les îlots de chaleur. Le début, donc, de l'adoption de ces règlements-là, il a commencé ce mois-ci, au mois de juin. On est déjà au mois de juillet, au mois de juin, et puis l'adoption va être à la mi-août, comme on disait précédemment. Un petit mot sur le concept de conformité. Donc, le concept de conformité, il y a différents paliers. Hein. Comme vous le savez, là, il y a le palier provincial, ensuite il y a le palier régional, qui est la MRC, et ensuite le palier municipal, qui est la ville de Bécancour. Chaque palier a des documents de planification. Par exemple, là, le gouvernement provincial, c'est ce qu'on appelle les OGAT, c'est les orientations gouvernementales d'aménagement du territoire. Ensuite, le schéma doit être conforme, donc doit reprendre ces dispositions-là. Il peut aller être un peu plus précis, mais il ne peut pas diverger de ces orientations-là. Il ne peut pas les contredire. Donc, il insère ces dispositions-là dans leur schéma. Le schéma, évidemment, il est au niveau de la MRC, donc toutes les municipalités de la MRC, pas juste Bécancour. Et ensuite, toutes les municipalités, eux, dans leur plan d'urbanisme et leur réglementation, reprennent ces dispositions-là et puis vont encore une fois un peu plus loin selon les particularités de leur municipalité. Donc, le règlement de zonage, on va tomber dans le vif du sujet. Le règlement de zonage, c'est une grosse brique, c'est le plus gros des règlements. C'est là-dessus qu'il y a la plupart des dispositions. Donc, on a des dispositions sur les droits acquis, évidemment, la classification des usages, c'est-à-dire on fait des classes de commerce. Souvent, on dit, bon, ben ça, c'est zoné commercial, mais il y a différents types de commerce. Ces commerces de dépanneurs, c'est pas la même chose que le commerce de gros, par exemple. Donc, on fait une classification des usages. Ensuite, on émet des dispositions relatives aux usages, justement, et au nombre d'implantations. On dit pour un commerce, on va avoir besoin de certaines marges de recul, certaines dispositions, donc de grosseur de bâtiment, etc., de hauteur aussi. Ensuite, on a des dispositions relatives aux bâtiments principaux et aux bâtiments accessoires, les marges de recul, justement, où est-ce que vous pouvez mettre votre maison sur votre terrain, etc. Des dispositions relatives à l'utilisation des cours, qu'est-ce que vous avez le droit de mettre dans votre cour avant, dans la cour arrière, dans les cours latérales. Donc, on sépare ça le terrain une fois que le bâtiment est construit.
Vous comprendrez que, par exemple, l'entreposage, bien, on ne voudra pas que l'entreposage soit en cours avant, devant la maison ou devant le commerce ou devant l'industrie. On va plutôt préférer que ce soit des fois en cours latéral ou encore mieux en cours arrière pour que ce soit caché là. Il y a aussi des dispositions sur l'affichage, sur les stationnements, des dispositions sur les secteurs de contrainte et les secteurs sensibles, donc entre autres les secteurs sensibles là, comme les bandes riveraines, les cours d'eau, etc., les boisés, etc. Des dispositions relatives à l'implantation à proximité de certaines activités contraignantes. Donc, ça peut être des activités comme une autoroute avec le bruit autoroutier, ça peut être une carrière, une sablière, ça peut être aussi la zone agricole. Donc, il y a des dispositions qui assurent la cohabitation et l'harmonie sur le territoire. Et il y a des dispositions, donc aussi, bien évidemment, il y a les pénalités infractions. Dans chaque règlement, il y a une série de pénalités. Si la disposition n'est pas respectée, bien, il faut qu'il y ait le bâton pour s'assurer que la situation est corrigée. Les droits acquis, donc les droits acquis, c'est pas déterminé par le règlement de zonage, c'est pas déterminé par le règlement, c'est de la jurisprudence. Donc, c'est le courant jurisprudence, c'est tous les cas qui ont été en cours, puis les juges, donc les tribunaux, ont pris des décisions, puis ça a déterminé que si vous avez une situation qui est existante et qui est conforme à un moment donné, si la réglementation change après, bien, vous avez encore le droit d'être, vous êtes sur droits acquis. Maintenant, le règlement, il ne détermine pas si les droits acquis eux-mêmes. Ce qu'il fait, c'est qu'il détermine comment est-ce qu'on peut agrandir ou modifier un droit acquis. Disons, vous avez une situation où est-ce que vous avez un terrain avec un bâtiment qui est trop proche de la rue, donc il est sur droits acquis, sur la marge de recul, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut rien faire sur son terrain. Là. Il pourrait agrandir, mais il peut agrandir, disons, par en arrière, sans empirer le droit d'acquis, la dérogative. Donc, on a aussi des dispositions sur le remplacement d'une construction dérogatoire. Justement, on disait sur l'extension d'un usage et sur l'extension d'une construction. Il y a une certaine subtilité dans le règlement. Ensuite, le règlement de zonage contient évidemment le plan de zonage. Donc, le plan de zonage, c'est un plan qui divise le territoire en zones. Vous voyez, là, vous avez le territoire au complet, vous avez aussi certaines zones dans d'autres cas pour les secteurs urbains ou les secteurs villageois de chaque secteur de la ville. Donc, il y a à peu près, je vais vous dire qu'il y a à peu près 500 zones. C'est un gros territoire et puis il y a beaucoup de zones. Donc, on peut peut-être aller à un autre. Bon, vous voyez ici le secteur antillais, combien il y a de zones. Et puis, pour chacune de ces zones-là, dans les grilles de spécification, on dit qu'est-ce qu'on a le droit de faire, puis on dit comment on a le droit d'implanter les bâtiments aussi. De façon générale, donc, les plans de zonage ont été redessinés, mais ils ont été redessinés en gardant certaines balises, disons. Là. Le plus possible, on gardait qu'est-ce qui était existant dans l'ancien règlement, mais on a ajusté par rapport pour assurer la conformité aux affectations du schéma et du plan d'urbanisme. Donc, ça se peut qu'il y ait des petites limites qui aient changé, mais ça, c'est pour assurer la conformité. On est obligé de le faire. Ensuite, il y a des petites modifications où est-ce qu'on a on est plus précis, disons, dans notre cartographie aujourd'hui qu'on l'était en 87. Donc, on vient bouger des lignes de l'eau pour les lignes de zone pour se fier aux lignes de l'eau. Ensuite de ça, il y a certaines demandes qui étaient peut-être en suspens, disons, avec la ville, qui ne faisaient pas l'objet d'un changement de zonage, mais qui ont été intégrées dans cette refonte-là. Donc, la plupart du temps, là, c'est la même chose que ce qu'il y avait. Évidemment, ça se peut qu'il y ait des choses qui ont été perdues dans la translation, là, dans les changements. Là, il y a des petites modifications qui ont été faites. Donc, vous voyez ici l'exemple du plan de zonage du secteur Gentilly.
Si on continue, vous avez les autres secteurs, Bécancour, Saint-Angèle-de-Laval, etc. Donc, on lui a tout mis parce que tous les secteurs sont importants. Vous voyez que Sainte-Gertrude et Précieux-Sage c'est des noyaux plus petits, donc il y a moins de zones un peu de. Grille de spécification, donc, grille de spécification, ça dit quels usages vous avez le droit de faire dans cette zone-là. Et c'est quoi les normes? Donc, les normes de structure de bâtiment. Est-ce que c'est un bâtiment isolé, un bâtiment jumelé, un bâtiment rangé, comme les maisons de ville? La hauteur et le nombre d'étages, les marges de recul, donc les normes d'implantation qu'on appelle, les dimensions du bâtiment, le nombre de logements par bâtiment qu'on a le droit de faire quand c'est du résidentiel, et une autre façon là, de gérer, disons, l'occupation des terrains, c'est de faire un rapport espace bâtiment-terrain. Donc, on dit que le bâtiment a le droit d'occuper maximum 30 du terrain. On a un exemple de grille, c'est très petit, là, mais on a un exemple de grille au prochain diapositive. Donc, oula, oui. Donc, ici, c'est les premières pages, c'est les usages. On les a en catégorie. La première, vous avez les usages habitation. Ensuite, la grande catégorie noire, c'est les usages commerciaux. Ensuite, vous avez communautaire public. La deuxième page, vous avez récréation, les parcs, entre autres. Et vous avez industriel, agricole. Donc, et puis, on a deux rubriques. Donc, si on a des usages particuliers on ne veut pas permettre toute la classe d'usage, mais on veut permettre un usage en particulier, donc on a l'option de le faire sur cette grille-là. Chacune des colonnes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on vient mettre une catégorie, disons, d'usage qui est permis. Et puis, à la dernière page, à la prochaine page, en bas, vous avez, correspondant à cette colonne-là, vous avez les normes d'implantation qui s'appliquent aux usages qui sont permis. Donc, en ayant plusieurs colonnes, on peut dire, disons que si vous avez l'habitation unifamiliale, vous avez tel type de norme d'implantation. Si vous avez un bifamilial qui est permis dans la même zone, vous avez tel autre type de norme d'implantation. Donc, c'est la façon de fonctionner pour les grilles. En bas, en petit, dans le grand carré blanc, disons, là, on a des notes particulières. Donc, évidemment, dans la grille, il y a toujours des exceptions, il y a toujours des façons, des situations qu'on n'est pas capable de distribuer dans les cases. Donc, on fait une note de référence qui nous amène à la rubrique des renvois. Et puis là, on peut être plus volubile, disons, dans notre explication de la note. Ensuite, ici, vous avez un croquis qui exprime comment est-ce qu'on détermine les marges de recul avant que le terrain soit bâti, les marges de recul à respecter pour l'implantation du bâtiment. Et à droite, vous avez, après la construction, vous avez ce qui devient les cours. Qu'est-ce qu'une cour avant? Qu'est-ce qu'une cour arrière? Ici, c'est un exemple facile avec un terrain rectangulaire entre deux résidences et vous avez une rue en avant. Mais il y a d'autres croquis pour des situations plus compliquées. Qu'est-ce qui arrive quand vous êtes à un coin de rue? Qu'est-ce qui arrive quand vous êtes... il y a une rue en avant de chez vous, puis une rue en arrière de chez vous. En arrière de chez vous. Qu'est-ce qui arrive quand vous êtes à l'extérieur d'une rue en courbe, etc. Donc, on a toutes les spécifications pour le plus de cas possible pour aider les inspecteurs à bien appliquer le règlement. Ensuite, on a un chapitre, comme on disait tantôt, là, pour les bâtiments principaux, les bâtiments accessoires. Donc, ce qu'on vient de dire, là, c'est comment est-ce qu'on implante un bâtiment, c'est quoi les dimensions minimales pour pas avoir un bâtiment, disons, une résidence qui a à la rue seulement pour moi, 5 mètres de large. Là, ça fait l'air fou. On dit qu'il y a une largeur minimale, les superficies de bâtiments, les hauteurs, les formes, pour pas qu'on ait des bâtiments en forme d'orange-gilet, d'autobus ou des choses comme ça. Les matériaux, c'est surtout des matériaux interdits. On pourrait dire que ce pas les matériaux qui sont permis pour des bâtiments, mais on en oublierait, puis ça évolue tout le temps. Il y a tout le temps des nouveaux matériaux sur le marché. Ce qu'on fait, c'est qu'on dit c'est quoi les matériaux qu'on veut pas. La plupart du temps, c'est des matériaux
sont pas durables, du papier brique, rester sur le Tyvek, des choses comme ça qui sont interdites. Pour ce qui est des aires de stationnement, donc on a des normes pour l'aménagement des aires de stationnement. Évidemment, par usage, on a le nombre minimum de cases qui est exigé pour un usage, que ce soit un usage résidentiel, un commerce, une industrie. On a des normes sur donc l'aménagement, de quelle largeur l'entrée charretière, pour pas qu'on ait des entrées charretières à la rue qui soient, je sais pas moi, 20 mètres de large. Puis là, tu sais, on ne sait plus où est-ce que la voiture rentre, où est-ce que la voiture sort. Plus, ça fait beaucoup d'espace minéral pour rien. Ensuite, on a aussi des dispositions pour les bornes de recharge pour les véhicules électriques, ce qu'il n'y avait pas évidemment en 87. Maintenant, on vient en ajouter des normes. Donc, c'est comme un peu les stationnements pour handicapés, là. Selon si vous avez tel nombre de cases, à partir de tel nombre de cases, vous devez avoir une borne, 2 bornes, 3 bornes. Ça vient s'ajouter évidemment à des dispositions qui existent aussi déjà dans le code pour certains usages. On a aussi des dispositions sur les espaces de chargement et des déchargements. Ça, c'est plus pour les usages commerciaux et pour les usages industriels. Ensuite, on a un chapitre complet sur l'affichage. L'affichage, ça peut être très complexe. Vous promènerez dans la ville, là, puis vous regarderez des feuillets d'affichage dans la vitre, à l'intérieur de la vitre, il y a des affichages sur poteau, il y a des affichages sur bâtiment, différentes grandeurs, etc. Donc, on a un chapitre là-dessus qui a été éprouvé là, dans plusieurs municipalités et qui va aider la ville à améliorer l'affichage sur le territoire. Les secteurs de contraintes naturelles et les secteurs sensibles, comme on parlait tantôt. Donc, les zones inondables, les rives, le littoral. On a aussi des zones de glissement de terrain avec des dispositions. Presque exclusivement, là, ça, c'est des dispositions qui viennent du schéma. Évidemment, c'est des dispositions de protection de l'environnement, des dispositions de sécurité. On l'a vu, hein, qu'il y a des inondations, entre autres, c'est les assurances qui payent, puis en donné, est-ce que c'est le gouvernement qui est pris avec ça? Donc, c'est des dispositions qui viennent du gouvernement, c'est ça que la MRC a repris, et nous, on les reprend presque continuellement, surtout pour zones inondables, les rives littorales. Le présentement, c'est la politique qui est dans le schéma qu'on a repris pour être conforme, mais on sait très bien que c'est le régime transitoire qui s'applique actuellement. Donc, le régime transitoire, c'est que le gouvernement a changé sa façon de voir les choses, puis transitoire, ça le dit, c'est temporaire, puis on attend que le gouvernement revoie de façon permanente, et puis là, on va ajouter nos règlements partout au Québec, en fait. Les activités contraignantes, comme on disait tantôt, les carrières sablières, et aussi les distances séparatrices, gestion des odeurs, tout le concept là, donc, de gestion des odeurs quand on a des élevages d'animaux. Il y a un calcul savant qui est fait avec des facteurs d'équivalence et puis des unités animales. Puis là, ça devient finalement selon quelle sorte d'animaux vous avez et puis comment est-ce qui est gardé à l'intérieur, à l'extérieur. Et combien vous en avez. Il y a un calcul d'une distance par rapport au périmètre urbain ou par rapport à une résidence, qui n'est pas évidemment la résidence de l'agriculteur, mais une autre résidence qui doit être respectée. On a des dispositions particulières sur les élevages porcins, ça aussi, ça vient du schéma, sur la protection des prises d'eau potable et sur les infrastructures routières, notamment le bruit autour. Des normes particulières relatives à certains usages, donc aux constructions ou ouvrages. On a maintenant des normes particulières sur les maisons mobiles. On demande aussi des écrans tampons et des modules d'atténuation. Donc, les écrans tampons, c'est entre deux usages qui ne sont pas résidence et résidence, dont un commerce lourd et une résidence. On va exiger des bandes tampons. Les bandes tampons, c'est pas seulement des clôtures, là. Ça va être 5-10 mètres. Végétalisés, donc soit qu'on garde les arbres qui sont existants le plus possible quand il y a des arbres, justement, dans cette bande-là, ou une plantation. On a maintenant des dispositions aussi pour les panneaux solaires. Ça aussi, c'est quelque chose de nouveau. Panneaux solaires sur les toits des maisons.
Sur les maisons de tourisme, ça, il y a des choses qui viennent du gouvernement. Quand c'est votre résidence principale, vous avez le droit de la louer comme résidence de tourisme. Et quand c'est une résidence secondaire, disons les Airbnb, il y a des dispositions là-dessus dans le règlement. Des dispositions sur les remblais des blés et puis sur les mini-maisons. C'est une nouvelle chose aussi qui arrive dans la province. Il y a quelques projets qui poussent un peu partout avec les mini-maisons. Quelques exemples de mise à jour. Donc, les numéros de zone, on a refait le règlement de plan de zonage. Donc, on a revu les numéros de zone. Mais évidemment, au bout de 40 ans, d'ajouter une zone puis de diviser une zone en deux, il y a des numéros de zone qui n'avaient plus vraiment d'allure, disons. Donc, on a tout renommé et renuméroté. Les normes relatives à l'affichage, comme je disais tantôt, qui ont été revues. La structure du règlement elle-même, donc, qui a été revue. On est par sujet, on n'est pas par type d'usage avec des répétitions, on est plus par sujet. Tous les stationnements dans le même chapitre, tout l'affichage dans le même chapitre, etc. Et puis la conformité aux normes de la MRC, donc, et du gouvernement du Québec, qui a été ajouté dans les normes du règlement. Donc, encore une fois, des exemples de nouveautés. Vous voyez, là, il y a une liste d'épiceries, nouvelle classification des usages. Donc, il y a plusieurs façons de voir la classification des usages, comment est-ce qu'on rassemble les usages en classe. Nous, on en a une chez XP qu'on a développée, qu'on déploie, disons, dans les municipalités pour lesquelles on fait des refontes, les municipalités pour lesquelles qui sont nos clients. Et c'est une classification qui a été, encore une fois, éprouvée, qui va bien, qui laisse une certaine latitude, disons, c'est moins rigide là, que d'autres façons de penser. Donc, puis ça couvre l'usage, en fait, tous les usages, pas mal plus facilement que, disons, le code des biens-fonds là, qui est utilisé, entre autres, pour le contrôle d'évaluation. L'ajout d'usage complémentaire à un usage principal, donc il y a des dispositions maintenant pour permettre, sous certaines conditions, des logements additionnels dans une habitation, un pavillon secondaire, un logement accessoire, un logement dans un bâtiment accessoire. Donc, c'est pour faire une espèce de densité, ce qu'on appelle une densité douce, donc de permettre d'autres logements sur des terrains qui sont existants à certaines conditions. Des dispositions maintenant en lien avec la lutte aux îlots de chaleur. Donc, on parle de revêtement de certaines toitures. On vient permettre, par les dispositions, les toitures vertes, les toitures blanches aussi, qui ont un indice de réflectance supérieur donc à des bonnes vieilles toitures en goudron noir. Les revêtements, donc, pour certaines aires de stationnement, la même chose, pas juste de l'asphalte, que ce soit du pavé perméable, que ce soit du béton pâle, que ce soit du pavé alvéolé, comme on a dans le stationnement ici dehors. Donc, on vient permettre et favoriser ces types de revêtements alternatifs. Les îlots de verdure, donc dans les aires de stationnement, pour pas qu'on aille justement par exemple, dans le parc industriel, qu'on ait de grandes aires minéralisées, là, comme les vieux centres d'achat, donc d'obliger l'aménagement d'îlots de plantation avec des arbres dans ces îlots-là. Et des dispositions sur la plantation et l'abattage d'arbres, donc partout, là, que ce soit en ville pour le résidentiel, mais aussi pour les usages industriels. Il y a aussi l'ajout de normes pour les cases de vélo, les bornes de recharge de véhicules électriques et les stationnements familiaux. Donc, stationnements familiaux, on le voit au centre d'achat des fois. C'est une petite pancarte, puis une femme enceinte ou avec un bébé qui va pouvoir bénéficier d'une case qui est plus proche de la porte. Des zones tampons entre différents types d'usages, encore une fois, donc avec de la végétation et des dispositions pour la redevance de fin de parc lors de certains types de demandes de permis de construction. Dans la loi avant, c'était des redevances de fin de parc lorsqu'il y avait une opération cadastrale, lorsqu'on faisait un développement, qu'on créait des lots. Mais maintenant, la loi nous permet de l'exiger aussi, cette redevance-là, dans certains cas, quand il y a du redéveloppement. Donc, c'est un permis de construction, le terrain, il est déjà là,
mais parce qu'il y a un permis de construction, parce qu'il fait du redéveloppement ou parce qu'il a grandi, là, on est capable d'y aller demander sa redevance en fin de page. Ensuite de ça, donc, maintenant, on passe à l'étape des modifications à la suite de l'adoption. Donc, l'adoption du projet de règlement a eu lieu au début du mois, je vous dis le 13, le 3 juin. Depuis ce temps-là, on a continué à faire certaines petites modifications, puis on continue à le relire, puis on voit des choses, des modifications, on reçoit déjà des commentaires, puis on dit OK, on va changer telle chose, telle chose. Donc, évidemment, bon, il y a des coquilles, hein, un document de 230 pages, il finit par y avoir des coquilles. On a bougé beaucoup de choses dedans, on a effacé des choses, on a ajouté des choses. Des fois, il y a un D apostrophe qui reste, puis il faut l'enlever. Donc, il y a toutes ces choses de coquilles-là. Ensuite, à l'article 6.1, les dispositions, là, je vous le lis, c'est un peu plate, là, mais je vais essayer de l'expliquer après. Dispositions relatives aux cours et espaces non construits. Donc, on ajoute la phrase suivante. Dans le cas d'un stationnement souterrain partagé entre deux propriétés contiguës, la marge de recul latéral minimale est de 0 litre. Donc, ce qu'on dit, c'est que si vous avez un stationnement deux bâtisses avec des stationnements souterrains, puis ces stationnements souterrains-là, il y a une connexion, bien évidemment, la marge de recul est de 0 pour que les deux puissent connecter. Si les deux, il faut qu'ils arrêtent à 1 mètre de la ligne de l'eau, ça ne se connectera jamais. Donc, on est venu rajouter cette précision-là. À l'article 7.3.5, le capteur solaire installé sur un toit, on a enlevé le pourcentage maximum. Avant, on disait 30 maximum du toit qu'il peut y avoir des capteurs solaires. Maintenant, on est venu l'enlever. Ça ne sert à rien d'avoir un maximum. Le maximum va probablement être déterminé par les infrastructures qu'il y a sur le toit, le HVAC, la ventilation, les corridors pour se promener sur le toit pour faire la maintenance, des choses comme ça. Peut-être qu'on va être capable, quand on est chanceux, d'atteindre 95 du toit qui est en capteur solaire ou autre. Donc, on a enlevé ce pourcentage maximum. Pour ce qui est des camions-restaurants, donc les food trucks, maintenant, ils sont permis d'avril à novembre. Dans la première version, on disait mai à novembre. Et puis, après réflexion, il est fait beau cette année, fait on l'a agrandi à avril. Exception, donc, aux zones de tampon minimales, remplacement de l'expression pourra ne plus être observé par l'expression ne sera plus requise. Je le lis plus loin, je pense. Ça dit, advenant l'arrêt des activités, l'abandon ou la fermeture définitive d'un site d'exploitation d'une carrière sablière ou gravière, la zone tampon ne sera plus requise pour le développement de projets futurs de toute autre nature et répondant à la réglementation applicable. Donc, ça vient juste dire que s'il y avait une bande tampon pour une carrière, la carrière a ferme, puis elle va être transformée dans un autre usage, un parc ou par exemple un développement résidentiel, bien, cette zone tampon-là est plus requise. Donc, on peut l'enlever. À l'article 15.7.1, donc encore une fois, les zones tampons, modification au premier alinéa, on va dire au paragraphe 4, habitation, la fin de la première phrase, on parle de jour, de 2 logements et plus. Ah oui, c'est ça, on demandait des zones tampons par rapport à du résidentiel, mais là, on vient rajouter des bandes tampons juste quand il y a 2 logements. Donc, il faut par rapport à la vie familiale. Ça, c'était par rapport c'était les îlots déstructurés en zone agricole. Donc, il y a des endroits qui ont été reconnus. On appelle ça des îlots déstructurés, où c'est des développements, des hameaux résidentiels dans la zone agricole. Ça a été reconnu avec la MRC, etc. Et on disait qu'il y allait avoir une bande tampon, disons, entre les résidences et l'agricole. Et avec l'UPA dit non, on ne peut pas faire ça parce qu'on vient empiéter, disons, sur l'agriculture, donc en zone agricole. C'est pas permis. Donc, on vient dire quand c'est 2 logements et plus, pas quand c'est unifamilial. Ensuite de ça, au paragraphe 5, à la suite de la première phrase, on ajoute à la phrase suivante, un bâtiment mixte comprenant au moins un logement est exclu de la présente disposition.
Vous allez vouloir avoir une explication, hein, parce que on dit, ah oui, c'est pour les bandes tampons résidentielles par rapport à du commercial. Mais si dans le commercial, c'est commercial et un bâtiment qui est mixte, donc résidentiel et commercial, ben là, il n'y a plus de bandes tampons. Le résident, là, il sait déjà qu'il est à côté du commercial, il est même au deuxième étage du commercial, probablement. D'autres modifications, donc, au gré des spécifications dans les zones industrielles du parc industriel et du parc industriel et portuaire et du parc Laprade. Donc, il y a des notes spécifiques pour l'utilisation des cours et ajustements des articles là, au texte. Donc, c'était beaucoup des marges de recul par rapport à des marges avant, mais qui étaient calculées par rapport à des infrastructures linéaires comme des lignes électriques, la voie ferrée, etc. Donc, on vient modifier les barres de recul par rapport du côté de ces infrastructures linéaires-là. Ensuite, il y a des modifications aux zones H3 318 pour les normes d'implantation et aussi à sa zone voisine, la 319, pour les normes d'implantation et le calcul du nombre de logements. Donc, je l'ai mis un petit croquis en bas, c'est dans le coin de Montbénil. C'est Montbénil. Donc, dans ce coin-là, on est allé faire une petite modification pour les normes d'implantation. Prochaine étape, donc, vous voyez ici le calendrier de la procédure d'adoption. Ça a commencé par l'adoption des projets de règlement. Ensuite de ça, aujourd'hui, on a l'Assemblée publique de consultation pour le zonage à la deuxième ligne. Jeudi, le 4, on va avoir l'Assemblée de consultation pour les autres règlements. Et ensuite, on va aller le 12 août avec l'avis de motion. Et là, on rentre dans la piscine de la réglementaire, de la loi, là, avis de motion, adoption des règlements, avis public pour la commission municipale, avis public pour la tenue d'un registre pour le zonage. Donc, on chemine comme ça là, avec les possibilités d'aller voir la commission municipale, la possibilité de demander un registre et aussi aller demander l'opinion de la NRC parce que l'autre, il faut qu'ils vérifient si on est conforme avec eux autres. Donc, ils sont en train de faire déjà l'analyse, sont pas mal avancés, mais ils vont analyser la version finale. Et puis, une fois qu'on va avoir reçu leur certificat, on va pouvoir entrer en vigueur. Donc, l'entrée en vigueur au plus tard le 30 novembre 2024, qui est notre objectif avec toute cette routine administrative-là.